Ben là. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à ce 7e épisode de Ben là. Ben là. Je vous présente ma chronique du 92.5 et je reçois Sylvain Carbonneau. Ben là. Ben là. Alors, on va débuter avec mon analyse que j'ai livrée dans le cadre de l'émission à CKG au 92.5, La Gang à Deschênes, dans laquelle je présentais, dans le fond, les défis et les enjeux que les entreprises devaient faire face à l'arrivée de cette deuxième vague, avec également la classification de certaines zones rouges au Québec. Dis-moi, concernant les annonces qui ont été faites également hier dans l'actualité avec le fait qu'on passe de la couleur verte à la couleur jaune. Dans la région, oui. Repositionnement d'entreprises, nouvelle stratégie pour les entreprises qui devront s'ajuster d'ici jeudi au changement de couleur, mais il y a des régions où c'est pas mal plus grave que nous autres. On parle de fermeture pendant 28 jours dans d'autres régions, mais nous autres, je ne sais pas à quel niveau ça va nous affecter, mais tu nous parles de repositionnement d'entreprise ce matin par rapport aux nouvelles décisions en ce qui a trait à la COVID? Oui, en fait, je pourrais introduire un peu mon sujet. Je commencerai avec cette phrase. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la brise fut venue. Je pensais que tu allais dire se retrouva confiné. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle a crié famine chez sa fourmi la voisine. Donc, dans le fond, je fais référence à la femme de la cigale et la fourmi. Pourquoi? Mais parce que pendant la saison estivale, il y a des entreprises, puis même depuis le mois de mars, il y a des entreprises qui se sont cassées la tête pour dire comment est-ce que je peux réagir face à cette crise-là? Comment est-ce que je peux sauver ma business en explorant de nouveaux marchés, de nouvelles façons de faire, ainsi de suite. Cette partie de la crise-là a utilisé énormément d'énergie de nos entrepreneurs, a utilisé également beaucoup d'argent parce que les revenus n'étaient pas nécessairement au rendez-vous. Il y a d'autres entreprises, par contre, qui, elles, grâce aux subventions salariales, grâce à un marché qui s'est trouvé, dans le fond, qui s'est présenté à eux, ont fait des affaires d'or, et ça, je suis très content pour elles. Ouais. Sauf que, pourquoi je fais mon lien avec la cigale et la fourmi, c'est que on a comme vécu une phase de déconfinement pendant l'été qui a débuté dans le fond au mois de juin. On a vécu un été, la saison touristique, ça a quand même, sans dire que c'était le clin d'œil, ça a quand même été moins pire sur le plan local que ce que certains avaient envisagé. C'est sûr que là, je mets pas les voyages à l'international là-dedans, on s'entend, ça voyageait pas. Ceci dit, les entreprises qui ont utilisé ce temps-là pour réfléchir à dire, bon, dans le cas où il y a une deuxième vague, là, tu sais, parce que veut pas, on a entendu plein de discours pendant l'été. Ah, ça arrivera pas la deuxième vague. Ah, ça va arriver au mois d'octobre. Ah, ça va arriver au mois de novembre. Moi, personnellement, j'avais ma propre opinion. Moi, je me disais, si les gens sont rigoureux, ça va bien. D'après moi, écoute, ça n'a pas été si pire après le retour de la construction, après la fête de travail. Finalement, un crime, c'est arrivé plus rapidement que ce que je pensais. Mais la deuxième vague est arrivée. Donc, les entreprises qui se sont préparées, ben là, ils sont capables de faire face aux enjeux qui arrivent. Là. Mm-hmm. Et quand je parle des enjeux qui arrivent, j'en ai ciblé 3. Premièrement, l'enjeu des finances. Parce que là, dans le fond, faut que tu aies de l'argent pour opérer. Et là, veux pas, faut que tu réagisses face à ça. Oui, il y a des subventions, il y a de l'aide qui est disponible, mais il y a certains secteurs que c'est inexistant. Là. Secteur du spectacle, là, secteur salle de réception, c'est tout ça, c'est quasiment inexistant. Là. Ils ont pas d'aide. Donc là, comment est-ce qu'ils se repositionnent là-dedans? Comment est-ce qu'il faut qu'ils soient créatifs? Parce qu'à un moment donné, le take-out, là, tout le monde en a fait du take-out, puis tout le monde s'est repositionné là-dedans. Donc, à un moment donné, comment tu fais pour être compétitif quand tu offres un service qui a pour objectif de divertir les gens puis de les faire sortir de chez eux quand le marché actuellement est rester chez vous puis c'est éviter les contacts. Donc, c'est un contexte qui est pas facile sur le plan financier. Deuxième enjeu, c'est un enjeu de ressources humaines. Donc, les gens, là, ils ont été sur la PCU, là, ça se termine. Et là, ce que j'ai appris, là, il y a des possibilités qu'il y en a qui finissent leur chômage quand même, que ça s'additionne. Donc là, ça fait en sorte qu'il y a une main-d'œuvre qui est pas disponible, qui devrait l'être. Il y a une main-d'œuvre aussi qui est fatiguée.
Il y a une main-d'œuvre qui a peur aussi. Écoute, à chaque fois, moi, je vais au dépanneur, j'ai une pensée pour les personnes qui sont à la réception, en fait, qui sont à la caisse, parce que je me dis, d'une certaine façon, ils s'exposent à chaque jour, à chaque heure de leur travail. Puis ça, ben, faut être respectueux aussi envers leur travail. Puis, écoute, elle gagne pas 25$ de l'heure, la personne qui est en arrière de là. Donc, il y a un enjeu de peur, il y a un enjeu de crainte. Écoute, je vous dis ça parce que pas plus tard que vendredi, je suis entré dans le dépanneur et j'ai oublié de me désinfecter les mains. Puis la fille, elle m'a dit, un peu bête, elle dit, oubliez pas hey, excusez-moi, normalement, j'ai désinfecte tout le temps, mais j'étais tellement concentré sur ce qu'il fallait que j'achète, et c'était pas de la bière. OK. C'était de la crème. Alors, et là, finalement, je reviens à bord, puis je me suis excusé, mais j'en ai pas voulu à la dame d'être un peu bête, parce qu'elle est exposée à ça. Ouais. Donc, l'enjeu des ressources humaines, leur état, c'est pas évident. Autre enjeu, l'enjeu du consommateur. Le client, actuellement, là, il est où, il fait quoi? Donc là, à ce moment-là, tu te dis, bon, moi, je veux me repositionner, je veux changer mes choses. Okay? Quand on parle de repositionnement, là, c'est on change notre position au marché, on change notre façon de faire, on va chercher de la clientèle qu'on n'a pas imaginée ou de la clientèle qui était inactive dans notre entreprise, puis on essaie de les solliciter pour une nouvelle offre dans laquelle on a une expertise puis qu'on peut les attirer. Ton mot, le repositionnement, là, c'est-tu la même chose que réinventer? Parce qu'on a tellement entendu parler ce mot-là, il faut se réinventer. Est-ce que tu le places à peu près dans le même contexte? Parce que là, je vais te dire que du côté de Québec, actuellement, là, il y a Québec et les zones rouges, là, qui vont devenir rouges officiellement à partir de jeudi. Les propriétaires de salles de cinéma qu'il faut qu'ils referment leurs portes pendant 1 mois. Les restaurants qu'il faut qu'ils ferment leurs salles de restaurant pendant 1 mois. Je peux-tu te dire qu'eux autres, là, ils pensent qu'ils vont crever? Bien, effectivement, dans des cas comme ça, je te dirais la différence entre réinventer puis se repositionner. Repositionner, il faut que tu aies des activités. Il faut que tu sois capable de faire quelque chose, il faut que tu sois capable d'offrir un service. Si tu décides de te repositionner, c'est parce que tu as une opération, tu fais quelque chose, tu as une offre. Donc là, quand je te dis réinventer, en fait, quand tu parles de réinventer, dans le cas où tu es obligé de fermer et que là, tu te dis, OK, ben là, je peux plus faire mon commerce comme je dois le faire normalement. Là, on tombe dans le contexte de se réinventer, de se redéfinir carrément à partir de la base. Puis ça, écoute, c'est excessivement difficile. C'est difficile quand une entreprise doit le faire dans un cycle normal d'opération. Imagine en situation de crise le défi que les entrepreneurs ont à relever. Puis tu sais, moi, j'en fais du repositionnement d'entreprise. Puis honnêtement, là, des fois, ça peut prendre 3, 6, 1 an, 6 mois, 1 an. Puis pour arriver à quelque chose qui est intéressant, puis après ça, conduire le changement de l'entreprise sur un plan de déploiement de 3 allant jusqu'à 2 ans, tout dépendant des investissements puis ce que ça implique. Fait qu'imagine, là, on demande aux entreprises, en fait, on leur demande pas, ils doivent faire face à une situation de fermeture en se réinventant puis en étant obligés de changer les choses. Fait qu'imagine le défi qu'ils ont à faire, c'est vraiment fou. Ouais, dernier enjeu que je voudrais vous partager ce matin, c'est un enjeu d'opération. Parce que là, je vous ai parlé de finances, je vous ai parlé de comportement du consommateur, je vous ai parlé également de ressources humaines. Mais tu sais, il y a toute l'opération, là, les opérations de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut l'opérer? Là, on est obligé de fermer. Dans un cas, justement, dans les zones rouges, on fait face à une fermeture. Ben maintenant, comment est-ce qu'on l'opère? Est-ce qu'on serait mieux, par exemple, de juste fermer puis d'attendre, de couper les dépenses en disant, ben oui, je sais, il va y avoir le logement, il va y avoir des pertes, il va y avoir des dépenses pareilles. Ça a un coût de ne pas d'avoir d'opération, mais des fois, tu es mieux de dire, ben je vais essayer de prendre ce temps-là pour justement redéfinir, travailler condensé sur certaines choses puis essayer de passer au travers. Encore là, faut pas oublier que dans les cas des zones rouges, moi, ce que j'ai entendu, notamment dans les nouvelles, c'est qu'il allait y avoir aussi des mesures pour soutenir ces entreprises-là qui allaient être obligées de bouger. Puis de toute façon, ils n'ont pas le choix parce que oui, il faut arrêter faut arrêter l'hémorragie, mais tu sais, il y a aussi la notion économique qui, elle, faut pas la laisser de côté. Il faut pas. À un moment donné, si on tue plus d'entreprises qu'on sauve de gens, à un moment donné, c'est quoi la bonne mesure entre les deux? Puis c'est sûr, là, je mets pas en opposition, par exemple,
le choix de dire je vais sauver une vie comparativement à une entreprise. Là, la question ne se pose pas, la vie est plus importante. Mais tu sais, à un moment donné, il faut aussi que l'aspect économique soit... Ben oui, faut qu'il soit considéré aussi, là, parce qu'avant que tout le monde soit en train de crever, là, écoute, juste dans la garde, là, les perspectives de Desjardins la semaine dernière, là, 18 000 emplois perdus, là, c'est inquiétant un peu aussi. Là. Oui, c'est inquiétant parce que là, on va vivre, en tout cas, possiblement une récession, mais ça va être pas mal, ça va être plusieurs pays qui vont le vivre. Oui. Donc, tu sais, il ne faut pas oublier qu'avant la pandémie, on était en situation de croissance économique assez importante. Ouais. Puis, tu sais, on va se ramasser avec de la main-d'œuvre aussi disponible. Donc là, c'est le dynamisme économique, là, puis là, moi, je comprends aussi le gouvernement qui veut arriver et dire, ben gars, on va stimuler l'économie par des projets pour maintenir notre main-d'œuvre. Puis en plus, le secteur de la construction, c'est un bon moyen parce qu'il manquait de la main-d'œuvre. Donc là, dans d'autres secteurs, il va s'en rendre disponible. Ils vont intégrer ce marché du travail-là. Puis, tu sais, en bout de ligne, ça va permettre d'avancer. Ouais. Là, mon cher ami, on doit se quitter. Je te laisse apporter une conclusion à ton sujet de ce matin. Ben écoutez, si on vous demande, en fait, si vous êtes un peu comme dans la cigale et la fourmi que vous n'avez pas utilisé le temps, en fait, le temps de survie que vous aviez pour repenser, pour vous repositionner, et que vous arrivez, vous êtes fatigué déjà là, ben écoutez, il y a plein de firmes de consultants là, qui sont capables de vous donner un coup de main. Il y a plein je dis plein, il n'y en a pas une tonne, là, mais il y a plusieurs experts quand même qui sont compétents là-dedans. N'hésitez pas de lâcher un coup de fil, vous informer, puis dans le fond, de vous faire aider là-dedans, parce que ça peut arriver qu'en bout de ligne, qu'on soit à court d'idées, qu'on ne sait pas trop comment observer ça. Ouais. Le dernier élément de ma conclusion, premier truc, là, d'ailleurs, si vos problèmes semblent plus gros que vos solutions, là, moi, un petit truc que je fais faire souvent et que je fais moi-même pour moi personnellement, je prends une feuille blanche, là, j'ai une colonne je liste tous les problèmes que je trouve, donc du plus petit au plus gros, Ouais. et à droite, je fais la colonne des solutions, puis après ça, je relis ma feuille, puis je me dis, finalement, c'est pas si pire. Puis quand je me dis que c'est pas si pire aussi, c'est si pire que ça, ben c'est simple. On en prend un à la fois, puis on les règle. Puis après ça, on s'assure de faire le tour de notre liste. Puis malheureusement, des fois, il y a des solutions qui sont très négatives, mais essayons de sortir des solutions négatives vers des solutions positives pour essayer de s'en sortir. Dans le fond, soyons optimistes dans un contexte où on amorce une deuxième vague et on doit soit se réinventer ou se repositionner. Merci beaucoup. Bonne journée et à la semaine prochaine, Benoît Rochefort. À la semaine prochaine. Bye-bye. 8h02. Alors, c'était ma chronique du 92.5 à CKJ. Maintenant, j'ai une surprise pour vous. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Hey, salut mon ami, comment ça va? Ça va très bien, Benoît. Vraiment content de te retrouver à nouveau. Ben, moi aussi, puis en fait, j'ai utilisé un peu ma carte chouchou parce que, comme tu as été mon premier invité, dans le fond, j'en ai profité, dans le fond, pour parler d'un sujet dans lequel tu es à l'aise. On a parlé notamment de vol d'identité, on a parlé un peu d'hypothèque aussi, étant donné que tu connais ça et que tu es courtier hypothécaire dans la vie et ancien animateur radio. Merci d'avoir cette discussion-là. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent dans le balado, on enregistre vendredi, il est tout près de 15h30. Et ça va être tout chaud, tout prêt pour l'épisode de la semaine parce que normalement, je publie pour 16 heures, ce qui est prévu. Mais bon, ça peut arriver que ça soit disponible dans le coin de 17 heures. Mais je ne pouvais pas passer à côté cette semaine de revenir sur un des sujets de l'actualité qui nous a... dans le fond, qui nous a perturbés, hein, Sylvain, de façon générale, parce que depuis, je dirais, quelques années, notamment depuis l'élection de Donald Trump, on dirait qu'on a l'épiderme sensible sur toute la politique américaine. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on a plein je dirais, de faux spécialistes de politique américaine qui ont une opinion sur le système politique américain. Non, c'est vrai. Moi, honnêtement, je le regarde comme observateur et je n'ose pas critiquer la politique américaine parce que je ne la connais pas suffisamment. Je critique et j'ai mon opinion sur celle au Québec, celle au Canada. Mais là, quand tu tombes aux États-Unis, Sylvain,
Toi, ta perception de ça, et d'ailleurs, comment as-tu vécu ta semaine avec Donald Trump cette semaine qui a commencé avec un débat spectaculaire? Hein? Pouvons-nous dire ça comme ça? Ben moi, je trouve ça très, très drôle parce que tu dis des pseudo-spécialistes de politique américaine. C'est tellement rigolo. Moi, je regarde un peu les actualités, puis je remarque qu'au Québec, c'est pas compliqué. Au Québec, il n'y a pas un média qui aime Donald Trump. C'est pas compliqué, là. Aucun média n'aime Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il ne se gêne pas à attaquer les médias aux États-Unis, à dire que les médias font des fake news, à dire que les médias parlent toujours en avantage des démocrates parce que pour la démocratie, les démocrates, pour le socialisme, les démocrates détiennent en quelque sorte le monopole de la vertu selon les médias. Tandis que les républicains, c'est des beaux méchants qui vont faire des coupures, qui sont pas fins avec les minorités, qui sont pas fins avec l'immigration. Bref, c'est les méchants contre les bons. C'est un peu ça l'histoire entre les républicains et les démocrates. Mais je suis donc loin d'être un spécialiste de la politique américaine. Je la connais dans le sens qu'on me l'a expliqué. Je la regarde de loin comme toi, comme n'importe quel observateur. Je suis très mal placé pour critiquer Donald Trump dans le sens qu'il a fait des bons coups, mais plus souvent qu'autrement, excuse-moi le terme, c'est un clown. Oui, c'est un multimilliardaire autoproclamé qui s'est payé un gros tour de manège en devenant président des États-Unis. C'est pas mal plus ça. Et d'ailleurs, Biden, pendant le débat, l'a quand même traité de clown. Oui, oh oui, j'étais mort de rire. Il empruntait ma phrase. J'ai dit, mon Dieu, enfin quelqu'un qui le dit. Puis d'ailleurs, c'est un peu de ça qu'on parle. Dans le fond, aujourd'hui, on ne parlera pas nécessairement de politique américaine, mais on va plus parler de ce qu'on observe, entre autres, en ce qui a trait à la communication autour de ça, les médias, dans le fond, comment est-ce qu'ils traitent ça, puis aussi le message, parce que dans le fond, ça a commencé avec le fameux zoo du débat de mardi, avec le premier débat américain. Moi, je l'ai écouté en fait sur ABC. Je l'ai écouté en anglais au complet. Je me suis dit, je vais me fier à mon anglais pour essayer de recevoir, de comprendre le message. Et comme j'étais habitué aussi d'entendre les différents dossiers, je m'y suis bien placé. Et on l'écoutait à deux. Donc, ma conjointe était à côté de moi qui a un meilleur anglais qui, des fois, me disait « OK, il y a telle chose que tu as mal saisi. » Mais ça a été drôle par la suite de voir, une fois que ça a été terminé, Sylvain, une fois que j'ai rigolé puis que j'ai reçu le message, dans le fond, de voir autant Donald Trump à intervenir, là, j'ai été vraiment observateur de voir comment est-ce que les gens le détestent puis comment est-ce que les gens commentent ce fameux débat-là quand, dans le fond, ils l'ont écouté avec une fausse traduction. Je dis une fausse, mais tu sais, une traduction qui n'est pas nécessairement fidèle des interventions d'un côté comme de l'autre. À la rigueur, c'était super cacophonique. Puis là, tu te dis, coudonc, c'est le ridicule qui ne tue pas, finalement, notamment dans les interventions de Donald Trump. Peu importe les interventions, peu importe ce qu'il a pu dire pendant ce débat-là, un peu comme toi, moi j'ai regardé un peu ce qu'on appelle les hotlines, c'est-à-dire les meilleurs bouts de ce débat-là. Donald Trump, peu importe ce qu'il a pu dire, peu importe ce que Biden a pu faire, ce que je retiens, ce gars-là, c'est un bullying, un intimidateur. Tu sais, comme le gros dans le cours d'école quand on était jeune qui faisait peur à tout le monde puis qui tassait tout le monde. Et d'ailleurs, bon nombre de vidéos circulent de Donald Trump tassant quelqu'un pour se mettre à l'avant-plan, tassant dans des scrums de presse et autres pour se mettre à l'avant-plan, même par rapport à d'autres dirigeants de d'autres pays sur la planète, lors de G5, lors de G8, de G20. C'est régulier qui fait ça. C'est un rustre, c'est un malpoli, c'est un... Comment il s'appelait dans Back to the Future, là, l'espèce de... C'est ça, c'est Donald Trump. C'est Biff. C'est notre BIF. C'est ça, c'est le BIF international de la politique internationale, si on peut l'appeler ainsi. C'est un gars qui fonctionne comme ça. D'ailleurs, il ne gêne même pas pour dire que lui, il a plus, en quelque sorte, d'admiration pour les dictateurs de la planète que pour tous les autres politiciens qui sont un peu plus social-démocrates, qui font plus attention à la masse populaire. Non, lui, c'est un dur. Lui, s'il est comme ça, puis si ça ne fonctionne pas comme je veux, ben, je vais parler par-dessus toi, puis je vais t'écraser pour qu'on ne t'entende plus. C'est comme ça que je fonctionne. C'est un peu son attitude, entre autres envers les médias, parce qu'aussitôt qu'ils disent qu'il y a une nouvelle qui est sortie, ils disent c'est une fake news, c'est une fake news, c'est une fake news. C'est quasiment rendu un running gag dans son cas. Là. Mais à l'inverse, les médias tombent dans le piège, Benoît.
C'est ça qui est triste. On ne me présente que le négatif de Donald Trump. Tu as juste à écouter TVA, Radio-Canada. J'ai hâte qu'il y ait une troisième chaîne d'actualité. Tu as juste à écouter les deux postes, les deux stations générales, là, RDI et LCN, pour te rendre compte qu'on ne fait que dénigrer Donald Trump. On a hâte qu'un démocrate soit élu. Mais là, ce que ça fait aussi, c'est qu'il y a même du côté, puis c'est ce que je remarque, du côté républicain aux États-Unis, on n'est pas 100% derrière Donald Trump. Là. Il y a aussi une frange républicaine qui est anti-Trump, qui verrait n'importe qui d'autre que Trump à la tête du parti. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas personne. Et autant du côté des démocrates que des républicains, on ne trouve pas personne. C'est pas mieux d'un côté comme de l'autre. Quand tu es rendu avec des candidats de 72, 74, 76 ans, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des jeunes qui peuvent prendre la pole. Quand Barack Obama s'est présenté, il était dans la quarantaine, dans la fleur de l'âge, en pleine forme. Écoute, on était heureux, on était contents. C'était la jeunesse qui représentait, c'était un nouveau souffle. Et bang, on retombe dans les vieux patterns tout de suite après avec Trump et Biden. On a eu quelques jeunes qui se sont présentés pour ne serait-ce que les préliminaires du côté démocrate, mais vitement, ils ont été écartés. Et bon, on aurait peut-être pu avoir un Barry Sanders, c'est ça? Écoute, là, c'est l'équivalent chez nous au Canada du Québec solidaire ou encore du NPD. On ne voulait pas ça du côté américain. Donc, on est pris avec ce qu'on a. On a les politiciens qu'on mérite. L'Amérique est plus divisée que jamais. Mais il y a une chose que je retiens et je reviens tout le temps là-dessus. C'est dommage, mais la couverture médiatique canadienne n'est pas objective en ce qui a trait à la politique américaine. Et c'est ça qui est triste parce qu'il a quand même fait des bons coups économiquement depuis son arrivée. Écoute, j'ai hâte de voir parce que si on regarde un peu comment ça s'est évolué, comment ça a évolué dans la semaine, parce que dans le fond, oui, il y avait le débat mardi. Dans la nuit, dans la journée de jeudi, on a appris qu'une des conseillères très proches de Donald Trump avait été testée positive. Et là, dans la nuit de vendredi à samedi, on apprend que Donald Trump a reçu un résultat positif à la COVID-19. Qu'est-ce que tu penses de ça, Sylvain? Écoute, je viens de te le dire, les médias sont tellement, en quelque sorte, pas objectifs par rapport à Donald Trump au Canada. On nous présente ça comme il a la COVID. On est presque content qu'il ait la COVID. Oui. Moi, je me méfie de cette COVID-là parce que je suis rendu tellement méfiant du manque d'objectivité des médias et anti-Donald Trump que je suis rendu à me demander, y a-tu fait exprès pour la poignée? C'est-tu vrai qu'il y a COVID? Écoute, la fille, OK, l'adjointe dont on parle, qui travaille avec Donald Trump, c'est drôle, hein? En début de mandat de Donald Trump, Melania a demandé à Donald Trump de l'envoyer, de s'en débarrasser de cette fille-là parce qu'elle était trop près de lui et ça nuisait probablement à son couple. Résultat, il s'en est, semble-t-il, débarrassé. Et il l'aurait ramené, semble-t-il, selon certains médias, dans la campagne de cela quelque temps. C'est drôle, moi, dans les dernières semaines, je ne l'ai pas vu à côté de lui. On me ressort des vieilles images de début de campagne de 2016 pour me présenter la demoiselle. Dernièrement, je ne l'ai pas vu à côté de lui. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un fake news? Est-ce que je peux dire fake news? Est-ce que j'ai le droit d'être méfiant? Je pense que j'ai le droit d'être méfiant. Si Benoît, j'ai le droit d'être méfiant. Je me demande s'il ne se servira pas de ça. S'il ne meurt pas, il va dire que ceux qui en meurent, c'est des losers. Oui, c'est sûr que ça va faire partie de sa stratégie. Là. Il va faire pitié, il ne pourra pas faire campagne, il va se servir de ça pour dire que les démocrates lui ont volé l'élection pendant que lui était en confinement parce qu'il y avait la maladie. Il va se servir de tout ça. J'en suis rendu à me demander, coudonc, on vient-tu de se faire arnaquer, on vient-tu de s'en faire passer une vite? Écoute, j'ai vu une analyse ce matin dans les médias au Québec qui disait, entre autres, qui commentait, entre autres, le fait que Donald Trump ait la COVID. Et là, il disait, puis c'est un médecin, OK, qui est à la télé, là, puis là, il dit, ben écoutez, c'est quoi les impacts pour les gens de 70 ans et plus? Et là, on sentait que, en fait, moi, c'est l'impression que j'ai reçue. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui a été dit, mais j'avais l'impression que, pourquoi tu as quelqu'un qui est capable de dire, c'est dangereux pour les gens de 70 ans et plus, qu'il y a des risques qu'il en décède, parce que c'est ce qu'il disait. Oui, c'est ce qu'on véhicule. Il fait du surpoids, il pèse au plus de 245 livres, c'est ce qui avait déjà été déclaré. Il n'y a pas nécessairement une bonne hygiène de vie. Il est âgé de plus de 70 ans. Et là, on sentait que c'est comme espérer peut-être que ça l'arrive. Tu sais, c'est particulier. Et j'aborde aussi dans le même sens que toi sur le fait que, écoute, ça se pourrait qu'il ne l'aille pas vraiment et qu'il se dise, moi, je vais essayer d'attirer la sympathie
Puis, en plus, il va perdre 2 semaines de campagne à peu près. Là, il n'aura pas le choix de se confiner jusqu'au moment où il va avoir un résultat négatif. Puis encore là, moi, écoute, j'ai eu comme spontanément aujourd'hui l'idée de dire hey, check bien ça. Donald Trump va annoncer le vaccin dans la prochaine semaine. Écoute, j'en suis quasiment convaincu, mais là, écoute, je tombe dans la théorie. Non, mais on se fait des complot. histoires. Je tombe dans la théorie du complot cet après-midi. Exactement. Non, mais sérieusement, même les complotistes ne croient pas au fait que Donald Trump ait possiblement la COVID. Ça donne une idée. Pourquoi? Parce que s'il a la COVID et qu'il ne s'en sort pas, ça vient de tout éliminer la théorie des complotistes. Tu comprends? Et s'il s'en sort, moi, qui en quelque sorte suis les règles jusqu'à maintenant, tente d'être respectueux par rapport aux règles sanitaires, ben moi, je me dis, s'il s'en sort, écoute, c'est pas si pire que ça, dans le fond. Il a plus de 70 ans, il a une mauvaise hygiène de vie. OK, et oui, il doit avoir une trollée de médecins autour de lui. Ben, c'est tout ça que ça vient nous jouer dans la tête. Fait que j'en suis rendu à me dire, il n'a pas la COVID, il a tellement menti souvent sur tout plein de sujets et ça a été prouvé. Il vient de s'inventer une raison. Comme ça, s'il perd les élections, il va avoir une autre raison de dire, je me suis fait voler mon élection. Mais en conclusion, Sylvain, par rapport à ça, là, parce que c'est un peu notre thème, notre sujet de la semaine. Puis c'est notre premier sujet ensemble dans lequel on se laisse aller dans le sens qu'on s'amuse. Je pense qu'on s'amuse cet après-midi. Oui, c'est le fun. C'est plaisant. Parce que, tu sais, on parle un peu de la personne politique de qui est Donald Trump. Moi, je ne suis pas fan, je l'assume, mais tu sais, je suis capable de reconnaître les bons coups. Tu sais, quand il a fait en sorte qu'il y a 2 pays, justement, musulmans qui se sont rapprochés. Ouais. Donc, tu sais, il a fait des bons coups. Il a ouvert des discussions avec la Corée, même quoi qu'on en pense, il est au moins allé ouvrir des discussions. Exactement. Économiquement parlant, avant la pandémie, les États-Unis, ça allait très bien. Oui, à l'avantage des États-Unis, il a revu l'accord de libre-échange nord-américain, mais quand même, il avait laissé beaucoup d'argent du côté des démocrates. On avait laissé beaucoup d'argent sur la table lors de la dernière signature de l'accord de libre-échange. Lui, il est allé rechercher ça. Tu sais, quoi qu'on dise, il a quand même fait des bons coups. Moi, bon, un peu comme Biden, je prie pour que ce soit pas grave, là, la COVID, et que en quelque part, que ce soit vrai, mais j'ai de la difficulté à y croire. Sauf que, en ce moment, le climat, il est très lourd et ça se fait ressentir sur l'ensemble, je pense, de la population nord-américaine. Ce qui se passe aux États-Unis, on est suspicieux, on doute de tout. Regarde ce qui se passe ici dans notre cour. Peu importe ce que dit François Legault, peu importe ce que dit Dr Horacio Arruda, on est rendu qu'on doute de tout. Ouais, sauf que moi, j'ai confiance en M. Legault, OK? Ça, tu ne pourras jamais me l'enlever. Hey, Sylvain, merci pour cette intervention. On va s'organiser dans les prochaines semaines pour que tu reviennes, si ça te tente, bien sûr, parce qu'il il faut quand même le placer dans l'horaire, dans cet horaire qui est si chargé. Et j'ai aussi d'autres surprises pour les auditeurs de Ben Lala, dans le fond, qui ont commencé à suivre ça. D'ailleurs, c'est quand même là, je suis déjà rendu à le 7e épisode. C'est quand même pas rien. Donc, bravo, merci, félicitations. Oui, puis écoute, l'objectif, c'est la première saison d'une 15aine d'épisodes, mais de toute façon, j'ai des projets pour un modèle hors série, puis je vais possiblement t'envoyer une offre par courriel en 4 copies, mais ça sera à déterminer ensemble. Ça me fera plaisir, et rappelle-toi de quelque chose, il n'y a que les gens qui n'ont pas de temps qui trouvent du temps. Exactement. Hey, merci Sylvain. Un plaisir. Bye-bye. Hey, c'est ce qui complète notre 7e épisode. Ben là. Merci d'avoir été là. On travaille fort pour faire quelque chose d'intéressant. Ben là. Ben là. La semaine prochaine, j'aurai également un invité surprise qui vient de la France qui va venir vous parler. Et je vous prépare une entrevue surprise avec 3 personnes qui va se dérouler d'ici 2 à 3 semaines. Alors, sur ça, merci d'être là. Si vous aimez ce que je fais, écoutez, allez cliquer j'aime sur la page Facebook de Ben Lala. Merci et on se reparle. Bye!